Merci. Alors, je vais prendre une casquette très locale, puisqu'on m'a demandé de prendre une casquette très locale. Mais en fait, de casquette locale, je vais parler du projet du Sud-Ouest mayennais. Mais en fait, on aurait pu être au moins deux autres professionnels. Aline en a un peu parlé hier, puisqu'elle exerce dans ce pôle. Et David Guillet, infirmier, exerce aussi dans ce pôle. Puis il y a aussi deux. J'ai une pression forte, parce qu'il y a deux anciennes DG d'ARS des Pays de la Loire qui ont accompagné ce projet depuis sa genèse. Alors, j'ai un stress important, puisque Marie-Sophie De Saulles écoute et Cécile Courrèges écoute. Donc, je vais essayer de ne pas dire de bêtises sur ce projet. Donc, la coopération ville-hôpital, ça, ouais, c'est pas que du fantasme, ça peut marcher. En tout cas, ça marche chez nous. Peut-être plutôt que de parler, on va vous proposer de regarder comment ça marche. Sur le territoire du Sud-Ouest mayennais, nous avons réussi à construire un projet de santé de territoire. Un projet de santé de territoire qui a fait travailler en collaboration des élus, des professionnels de santé, un hôpital, des usagers. Ça a été une volonté partagée de tous de mettre en place une organisation, une réflexion. Alors, le pôle santé comprend une soixantaine de professionnels. Ils exercent dans plusieurs maisons de santé. Et ces maisons de santé ont la caractéristique d'avoir des équipes qui se sont étoffées, puisque une trentaine de professionnels se sont réunis dans le projet depuis le démarrage de ce groupement de coopération sanitaire. Le dynamisme que les professionnels de santé et élus ont créé sur ce territoire a permis aux usagers de créer une association. L'association est composée uniquement d'usagers pour promouvoir la santé sur le territoire. Au cœur de ce projet de santé de territoire, il y a la notion de parcours et d'accompagnement des parcours de santé des personnes. Un parcours de santé, ça n'est pas que au cœur de l'hôpital. Un parcours de santé, c'est lorsque des professionnels, des institutions s'organisent pour accompagner le parcours individuel de chaque usager depuis son domicile, en passant par son médecin traitant, par les différents intervenants libéraux du territoire qui s'occupent de lui, et en passant également par son hospitalisation jusqu'à son retour à domicile. La meilleure santé, c'est pas forcément celle qu'on soigne, mais celle qu'on préserve. Donc, une fois qu'on a fait qu'on a regardé ce beau film, pour en arriver là, il y a un petit peu d'histoire. Mais il y a aussi un contexte géographique. Alors la Mayenne, on est bien à Aix, hein, c'est le sud, mais là on va aller plein ouest, dans la verte campagne. Une Mayenne qui a vraiment beaucoup de particularisme, parce qu'on a été... la crise de la démographie nous a poussé, merci la crise de la démographie, peut-être pas quand même, mais nous a poussé à réfléchir à nos organisations. Alors, faut savoir qu'en Mayenne, il y a un gros GHT, un GHT, qui a eu un peu de mal à se faire, mais qui existe, avec 4 hôpitaux locaux et 3 hôpitaux principaux. Des maisons de santé en nombre, puisqu'il y en a 9. En fait, c'est un chiffre qui date de 2 ans, mais en fait, il y en a au moins 3 autres de plus.
Donc maintenant, on a 12 maisons de santé. Et elles sont, avec une particularité, il y a pas mal de maisons de santé qui sont adossées à l'hôpital, mais adossées géographiquement à l'hôpital. On a un nombre de médecins généralistes exerçant en exercice de type maison de santé important, 35%, c'est 2 fois plus que la moyenne nationale. Et maintenant, on arrive presque, avec les nouvelles maisons de santé, à un peu plus de 45%. Et presque la moitié des infirmières libérales exercent aussi en maison de santé. Et puis on a créé une plateforme territoriale d'appui portée par les professionnels libéraux pour faire goûter l'exercice coordonné aux professionnels. Alors, on va se focaliser sur un petit territoire, le nôtre, le sud-ouest mayennais, qui est composé de 37 000 communes, 27 000 habitants, avec un particularisme, un territoire qui est cohérent. C'est le territoire de l'hôpital de proximité et c'est le territoire de la permanence de soins, c'est le territoire de l'organisation médico-sociale et c'est le territoire aussi politique, avec une Comcom qui est unifiée sur 37 000 communes. Donc il y a un territoire qui a du sens, à la fois pour les professionnels de santé, mais aussi pour les élus, pour la population. Avec un taux de démographie difficile au niveau des professionnels de santé, mais avec un taux de vieillissement de population aussi important. C'est ce qui nous a motivés il y a 2005, quand la démarche s'est constituée. C'est la conjonction de différents problèmes, avec l'idée d'essayer de les résoudre de manière un peu globale. Une démographie préoccupante, je dis bien au niveau des professionnels, mais au niveau de la population. Avec un vieillissement de la population, on savait très bien qu'on allait avoir des difficultés pour répondre aux besoins de population. Une volonté des professionnels de travailler différemment. Et ça, on a eu la chance que les professionnels se sont dit, dans 10 ans, comment on fait pour travailler, pour répondre aux besoins, et avec l'idée déjà de travailler un peu plus en équipe et en équipe coordonnée. Et puis un hôpital local, à l'époque, qui était menacé de fermeture pour des histoires d'incendie, des histoires architecturales. Et puis un hôpital qui fonctionne uniquement avec des médecins généralistes, libéraux, et donc et des professionnels type kiné aussi qui ont des activités mixtes. Et avec une difficulté, s'il n'y a plus de médecins, il n'y avait plus aussi d'hôpital. Donc, une fois qu'on a fait le constat, qu'est-ce qu'on fait? On a essayé d'apporter donc cette réponse globale qui assure une pérennité de l'accès aux soins. Pour fédérer ce projet, on était déjà dans une dynamique de projet avec 4 grands groupes d'acteurs, les élus, les acteurs médico-sociaux qu'on a essayé, et ce n'est pas encore complètement abouti, au bout de 10 ans, 15 ans, d'être dans une dynamique commune médico-sociale. Ce n'est pas simple. Des représentants d'usagers qu'on a réussi à structurer, je vous expliquerai peut-être un petit peu plus largement et éventuellement dans les débats tout à l'heure. Et puis les acteurs de santé, au sens large, au-delà de toute conception de statut. Les libéraux, l'hôpital de proximité et maintenant la mutualité qui nous a même rejoints dans le projet. Géographiquement, comment ça se passe? On avait la possibilité, nous médecins généralistes libéraux, professionnels de santé libéraux, de constituer des maisons de santé, comme ça se fait partout, beaucoup, pas assez encore, mais comme ça se fait beaucoup, au centre-ville, en face le Super U du coin, c'est ce que voulait nous faire un maire, en face au Super U, parce que c'est là où il y a de la population. Bah oui, mais il y avait un hôpital de proximité. Et ça a du sens, c'est où là, le point d'accès à la santé? On a décidé collectivement qu'il était opportun que ces maisons de santé soient adossées à l'hôpital de proximité sur 2 sites, Cran et Renazé. Et puis, sur un autre site, on envisage, elle est en construction, de faire la maison de santé adossée à une EHPAD qui doit se restructurer. Dans une autre petite commune, avec une pharmacie, un médecin isolé, un cabinet infirmier isolé, on a décidé que des cabinets satellites seraient adossés à des maisons de retraite, puisque c'est là aussi où les besoins de santé sont le plus prégnants dans ces petites communes. L'hôpital de proximité, le nôtre, il est sur 2 sites, c'est 320 lits, c'est 40 lits de médecine, je sais plus, 30 lits de soins de suite, et puis des activités qui sont mis au service du territoire. Une équipe d'appui et de réadaptation, une équipe de soins palliatifs.
l'organisation de consultations avancées qui sont faites par des professionnels de l'hôpital public, de 20 ou 30 km à côté, ou des libéraux de deuxième recours qui viennent aussi faire des consultations avancées dans ce qu'on appelle, nous, le pôle, qui est vraiment... le pôle, pour nous, c'est l'adossement de la maison de santé et de l'hôpital de proximité. Alors, dans l'aventure, il y a 64 professionnels, un petit peu plus maintenant, qui exercent dans 3 maisons de santé, les professionnels libéraux, 3 maisons de santé qui sont donc sur 3 sites différents, plus des cabinets satellites. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique-là, comme le dit dans le petit film, il y a une trentaine de professionnels qui ont rejoint l'aventure au fur et à mesure du projet. Professionnels qui ont rejoint l'aventure avec des contraintes. Parce qu'il y a des opportunités de travailler comme ça. Il y a aussi des contraintes, notamment, par exemple, la permanence de soins 24 heures sur 24, puisque nous assurons la permanence de soins nuit profonde à l'hôpital local comme en ville. Et cette contrainte, à partir du moment où il y a un projet collectif, elle est acceptée par les professionnels et des jeunes professionnels, des jeunes médecins, mais aussi d'autres jeunes professionnels ont accepté de rejoindre la dynamique. Ça nous a permis aussi, cette dynamique, d'attirer dans des territoires ruraux des professionnels avec des activités totalement étonnantes. Un psychométricien libéral dans une zone rurale, c'est rare. Une diététicienne plein temps libérale dans une zone rurale, avec des consultations non remboursées, c'est extrêmement rare. C'est une diététicienne qui a eu une activité mixte ville-hôpital pendant un certain temps et qui a bénéficié de cette mixité d'activités. Et puis, dans la culture, une psychomotricienne, pourquoi une psychomotricienne, c'est intéressant, ça marche en zone rurale. Parce que les médecins ont l'habitude de travailler avec des psychomotriciennes de l'hôpital de proximité ou de l'EHPAD. Donc ils connaissent cette activité de soins, cette offre, alors qu'en ville, un médecin, psychomotricienne, voilà, c'est la méconnaissance. Donc on voit bien que cette structure est attractive, avec de nombreux professionnels qui sont arrivés. Un point important, c'est aussi d'entraîner les élus dans cette démarche collective ville-hôpital. Sans eux, on ne serait pas arrivé à faire non seulement des murs, mais on a été au-delà des murs, parce qu'ils ont acquis la compétence santé pour financer les maisons de santé adossées à l'hôpital, mais on a été plus loin avec eux, puisqu'ils ont porté la compétence santé pour s'investir dans la santé. Et maintenant, on est en train de travailler sur le 3e contrat local de santé. Après le premier, après le deuxième, on en est au 3e. Et maintenant, la santé fait partie de l'activité politique de la collectivité. Avec notamment le recrutement d'une animatrice de santé de territoire qui est financée à 100% par la collectivité maintenant, la collectivité territoriale. Et maintenant, dans chaque commune, dans les 37 communes, il y a un référent santé issu du conseil municipal de chaque commune qui est en lien avec les professionnels de santé, l'hôpital et les usagers de ces communes. Pour les citoyens, là aussi, dynamique, j'ai envie de dire, citoyenne qui a été prise avec la création d'une association d'usagers qui intervient à la fois dans les maisons de santé, à la fois en tant que représentant des usagers dans les structures médico-sociales ou l'hôpital, mais c'est des usagers qui se sont organisés en association, qui ont été formés, la représentante des usagers l'a dit hier, ont été formés par l'Institut Renaudot à avoir cette posture de représentant d'usagers et pas de représentant de pathologie. Et donc là, ils sont dans une posture de contribuer à enrichir le projet de santé, et aussi à nous dire là où ça dérape, quand on est une vision trop libérale ou trop hospitalière. Eux, ils nous ramènent un peu de bon sens et nous recadrent dans le projet de santé. Mais c'est par exemple eux qui font l'évaluation de ce qui se pratique dans la maison de santé, notamment par exemple un travail qu'ils ont fait sur
la confidentialité dans la maison de santé. Bon, ça se fait avec la création de nouveaux métiers. Un petit focus là-dessus, parce que on ne manage pas 70 professionnels, on ne manage pas le lien ville-hôpital sans avoir la contribution de RH adaptée. On a une coordinatrice du GCS qui est là pour faire du lien entre les différents membres du GCS, entre les professionnels de santé, avec l'hôpital, avec les acteurs médico-sociaux, pour rester dans une dynamique cohérente. C'est elle qui gère aussi la structure qu'on a mise en place pour la gestion des parcours, et puis elle s'occupe aussi de la gestion administrative et organisationnelle du pôle. On a une animatrice du contrat local de santé, donc j'ai dit financée par la communauté, commune. Et puis on a aussi mis en place une infirmière de parcours, financée par des expérimentations, article 70, PAERPA, une infirmière coordinatrice de parcours qui est une infirmière mise à disposition par l'hôpital et qui s'occupe à la fois, c'est son rôle, des sorties et des entrées de l'hôpital, mais qui s'occupe aussi de coordonner le maintien à domicile pour des gens qui ne passent pas à l'hôpital. Mais c'est quand même une infirmière de parcours issue de l'hôpital qui s'occupe du maintien à domicile des gens, même sans passer à l'hôpital. On est dans le cadre d'une expérimentation PAERPA, on produit à peu près 250 PPS annuels, des projets personnalisés de santé, et cette infirmière de parcours est chargée du suivi de ces PPS. Et donc ça, c'est aussi une mise à disposition, entre guillemets, de ressources de l'hôpital pour gérer des parcours, y compris les parcours de ville. Alors, c'est le médecin de ville qui va parler des missions de l'hôpital de proximité, mais on ne se refait pas. Il y a quand même une continuité. Et pourquoi l'hôpital aurait intérêt à s'occuper de la ville ? Il a intérêt parce que, en fait, dans son rôle, ce qui a été plutôt bien fait chez nous, j'ai l'impression, c'est de consolider les acteurs des professionnels de santé dans leur exercice, quelle que soit leur activité. Et donc, pour nous, les lits de médecine, comme l'a dit Aline hier, sont dans la continuité de notre exercice. Et donc, dans la continuité de l'exercice de la médecine générale. À un moment donné, un patient qui est suivi par une équipe traitante de soins primaires a besoin d'une hospitalisation, mais pas forcément d'une hospitalisation en milieu spécialisé. Eh bien là, on est dans une dynamique de médecine générale et en continuité de soins primaires hospitaliers, j'y vais jusqu'au bout, qui n'est pas, je vais encore être un peu taquin, n'est pas de la médecine polyvalente spécialisée, mais on est dans de la continuité, dans de la médecine de ville qui se prolonge à l'hôpital et qui va retourner après en ville. Et donc, les lits de médecine de l'hôpital de proximité sont considérés comme des supports de l'exercice de ville. Et là, on change un petit peu de position. De la même manière, les lits de soins de suite sont exactement de la même manière. C'est pour préparer le retour à domicile. Et le retour à domicile dans lequel les professionnels de ville vont intervenir. Mais aussi dans lequel l'hôpital peut aussi intervenir. Et le SIAD, par exemple, qui dépendrait d'un hôpital de proximité, il va aussi intervenir en ville. Les services des repas à domicile qui peuvent être produits par un hôpital de proximité, l'hôpital va aussi y contribuer. Il y a naturellement une réflexion sur l'offre médico-sociale autour de la personne âgée. Ça, c'est un petit peu notre spécialité. Mais l'hôpital de proximité offre différents services dans le parcours de la personne âgée, depuis les débuts des troubles cognitifs jusqu'à, par exemple, un accueil de jour itinérant ou l'USLD. Et puis, l'hôpital va aussi apporter, comme je le disais tout à l'heure, un appui à l'exercice de la médecine générale par ses équipes mises à disposition sur le territoire. Un ergothérapeute, une assistante sociale, le qualiticien, l'équipe mobile de soins palliatifs,
Et puis aussi les différentes formations qui sont mises à disposition. L'infirmière hygiène, on est top au niveau hygiène dans les maisons de santé parce qu'on a des protocoles. Les protocoles hospitaliers sont appliqués dans nos maisons de santé. On est peut-être, nous on ne sait pas faire. On n'est pas très bon en général les libéraux sur la gestion des déchets. L'hôpital est extra en fait pour ça. Voilà une ressource, voilà une spécialité, une contribution. L'infirmière plaie et cicatrisation, elle est aussi ville hôpital parce qu'on ne va pas se gêner. Il y a une infirmière qui a un DU de plaie et cicatrisation pour demander son avis sur un patient avec un ulcère chronique en ville. Et puis, axe important aussi, plateforme de formation. Plateforme de formation avec l'accueil de professionnels. On a la chance d'être un des rares hôpitaux de proximité à avoir des internes dans les services de médecine. Il y en a relativement peu. 5 donc ça ne fait pas beaucoup. Mais on fait tout pour. C'est extrêmement important d'avoir, parce qu'on parlait tout à l'heure de la découverte de l'exercice, de ce type d'exercice, il faut absolument que des internes soient dans les services de médecine de ce type de structure, en lien avec les médecins généralistes, en dehors de leur stage qu'ils peuvent faire en tant que ça se passe, ou de premier niveau, les stages prates. Et puis, l'hôpital est aussi lieu de formation sur le territoire. Ville-hôpital, on s'en fout du moment qu'on se forme. Soyons décloisonnés dans les formations. Coordination des parcours, j'en ai parlé, mais du coup, on voit bien que l'activité de l'hôpital, et c'est là aussi l'intérêt de se rapprocher de la ville, notre hôpital de proximité, c'est 85% d'entrée directe qui arrivent du domicile, avec seulement 11% qui passent par les urgences. Et ça, c'est quelque chose, la proximité, la cohérence des projets fait que la file active de l'hôpital est vraiment en lien direct avec la ville. Et 81% des personnes passant en SSR rentrent au domicile, enfin je dis le vrai domicile, pas l'EHPAD, enfin le domicile. On est aussi dans la notion alors, l'hôpital aussi peut offrir le parcours professionnel, c'est-à-dire un exercice mixte. Et on voit bien que le parcours des professionnels est de plus en plus... c'est pas on est médecin ou on est kiné libéral pendant 30 ans. Il y a une évolution, on le voit nous tout à fait, il y a une évolution des parcours, avec dans les paramètres par exemple, des gens qui font un peu d'hospitalier au début, puis un petit peu de libéral, et puis on a une mixité, c'est pas figé quoi, en fait. Il y a une évolution dans les carrières des professionnels, pas que des médecins, mais on a cette idée de l'exercice mixte qui est intéressante. Et puis l'accès au deuxième recours, l'hôpital, par sa capacité à être, son obligation d'être membre du GHT, nous permet de recruter des consultations avancées de deuxième recours qui viennent à proximité, et puis nous permet aussi de donner les conditions même techniques de cet exercice. On a un beau projet avec le CHU d'Angers sur un projet de télémédecine et de soutien de l'exercice des médecins généralistes sur l'évaluation de la dépression. Ok, moi je veux bien qu'on mette de la télémédecine dans nos cabinets de médecins généralistes, mais moi techniquement je ne sais pas faire quoi en fait. Par contre, avec l'hôpital, j'ai de la ressource et j'ai aussi les conditions matérielles, organisationnelles pour que la mise en place de services de télémédecine puisse se faire à nos usagers, quoi. Alors, cet exercice mixte est attractif. Il permet aussi une diversité d'exercices. On voit bien qu'il y a aussi beaucoup de professionnels, il y a les problématiques de démographie, mais consulter, et aussi parfois aussi un peu épuisant. Et travailler à l'hôpital dans un exercice varié permet de varier les rythmes. Et ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement important. La dynamique d'équipe, les internes sont fabriqués
entre guillemets, à l'hôpital et sont intégrés à des équipes. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver aussi d'autres équipes dans leur exercice futur. Alors, ils viennent en maison de santé, mais aussi, ils peuvent aussi venir dans l'équipe de l'hôpital local. On l'a vu dans le petit film. Le médecin, il passe de son cabinet, paf, il va animer une réunion de transmission avec les infirmières de l'équipe de médecine pour parler de son patient qui est hospitalisé. Le soutien aussi, important aussi, dans le modèle économique qui est proposé, parce que clairement, l'adossement d'une maison de santé à un hôpital de proximité, ça a aussi des avantages économiques. Et ça, il faut se le dire, puisque hier, on a dit qu'on ne se disait pas de tabou. Ça permet de mutualiser. Et donc, ça permet de mutualiser des coûts. Ça permet de mutualiser aussi de la ressource. Un standard téléphonique, moi, je ne suis pas expert en tant qu'administrateur de ma maison de santé. Je ne suis pas un expert pour mettre en place un standard téléphonique. Par contre, avec l'hôpital, bah, eux, ils savent faire, quoi, en fait. Les kinésithérapeutes libéraux, si on regarde leur exercice, ils ont besoin d'un plateau technique avec une grande superficie, donc avec un coût important de loyer. Si on le mutualise avec l'hôpital, puisque l'hôpital, les résidents de l'EHPAD, mais aussi les patients de la médecine ou du soin de suite, ils ne font pas de la kiné de 8h à 20h. Donc ça veut dire qu'il y a des plateaux techniques qui ne sont pas utilisés à l'hôpital. Si vous les utilisez pour une activité libérale, vous diminuez forcément le coût pour l'exercice des kinésithérapeutes. Donc du coup, il y a aussi un intérêt économique à cette mutualisation. Et puis ça sécurise les professionnels dans leur cursus d'activité. Alors, aussi, je disais tout à l'heure, l'apport de l'hôpital dans le qualitatif, c'est aussi quelque chose d'important. L'essence même du travail en équipe en soins primaires, c'est la coordination, mais ça impose aussi des outils, protocoles. Quand vous avez le qualiticien de l'hôpital qui vous aide à rédiger ou à valider les protocoles que vous faites en équipe de soins primaires, et en plus que ces protocoles s'appliquent à l'hôpital local quand les patients sont hospitalisés, parce que le protocole, le taux, les anticoagulants sont les mêmes en ville et à l'hôpital, et les risques sont exactement identiques. On applique les mêmes protocoles, le qualiticien, c'est le même. Et donc, du coup, on a clairement une valeur ajoutée importante dans les compétences que peuvent apporter le professionnel. De la même manière, l'exercice des professionnels à l'hôpital leur permet aussi de continuer à garder une formation sur des soins dont ils n'auraient pas forcément encore l'habitude dans leur pratique de ville. Je m'explique. Des perfusions, des seringues électriques qu'ils manipulent, j'ai envie de dire quotidiennement à l'hôpital de proximité, quand il faut l'appliquer à l'EHPAD du coin ou dans le cadre d'une HAD, ça ne leur pose pas de problème, parce qu'ils n'ont pas perdu la main de ça. Et donc, au niveau de la compétence, le fait d'exercer dans cette double activité est aussi un gain qualitatif sur l'exercice des professionnels. Alors, j'ai presque fini. Dans les perspectives, on continue toujours à développer, nous, les consultations avancées. On a la chance aussi d'avoir une direction qui est complètement open. Pas forcément, c'est les besoins des patients, du territoire qui priment. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher les compétences de deuxième recours là où elles sont. Et ceux qui veulent bien travailler avec nous. Donc si c'est dans le cadre du GHT, super. Si c'est dans le cadre du deuxième recours libéral, c'est bien aussi si l'hôpital public ne peut pas nous donner ces consultations avancées. L'essentiel, c'est que les professionnels et les usagers, surtout, aient l'accès au deuxième recours. J'ai parlé d'un projet de télémédecine avec la psychiatrie. L'évolution sur l'HAD, là, ça nécessite une réflexion dans le cadre du GHT, parce qu'il y a sans doute à réfléchir sur une implication plus grande des équipes de soins primaires dans cette prise en charge en HAD.
Et puis, naturellement, la fameuse CPTS, quoi, en fait. Parce que nous, vous avez bien compris, il y a 3 maisons de santé avec leur projet de santé. Et puis, il y a le niveau CPTS, qui est le niveau territorial que je vous ai un peu présenté. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il faut du temps pour que des professionnels passent d'une dynamique de résolution de problématiques autour de leurs patients, de leur patientèle, à une dimension de responsabilité populationnelle. Il faut des conditions, il faut du temps, ça ne se décrète pas. Et puis il faut aussi une pertinence des actions qui sont faites, et il faut qu'elles soient vécues par les professionnels. Donc là, on est en train de travailler, nous, bon, la CPTS, elle est reconnue, ça, c'est pas un problème, mais on est en train de travailler sur ces évolutions juridiques pour permettre l'intégration du secteur médico-social de manière plus importante. Parce que ça doit être aussi le sens même d'une vraie CPTS, c'est-à-dire qu'une vraie CPTS, je ne peux pas m'empêcher de le dire, c'est une CPTS qui intègre dans la communauté, naturellement l'hôpital, mais aussi les services médico-sociaux. Ce n'est pas simplement une communauté de professionnels libéraux, quoi qu'on en dise. Et puis, c'est aussi, ce type de structure permet de passer à des expérimentations autres, sortir, comme l'a dit notre confrère belge, sortir du modèle du paiement à l'acte vers d'autres types de rémunération, paiement forfaitaire, paiement parcours, paiement territoriaux. Ça aussi, il faut du temps, mais on est là-dedans, puisqu'on est dans les équipes et les territoires qui sont retenus pour ces expérimentations. 3e maison de santé, là, les premiers coups de pioche sont en cours. Et puis, infirmière de pratique avancée. Les conditions. Parce que là, je vais prendre ma casquette un peu FFMPS, là, quand même, je ne peux pas, au bout d'un moment, quand même. Les conditions, c'est que les soins primaires, pour que le lien avec l'hôpital se fasse, ben, il faut qu'ils soient structurés, les soins primaires. C'est l'étape de base. Et il faut qu'ils soient structurés à un niveau, certes, macro peut-être, méso sûrement, mais aussi micro. Il ne faut pas oublier cet étage micro qui est absolument indispensable, d'équipe traitante, et puis un niveau un tout petit peu au-dessus, qui est l'étage méso, qui est aussi important, pour que le lien on puisse parler, j'ai envie de dire, d'égal à égal avec l'hôpital. Et j'entendais dans les débats d'hier, la médecine générale, c'est le médecin généraliste. Non, de plus en plus, les soins primaires, c'est une équipe traitante et c'est même une équipe territoriale. Et donc ça, c'est aussi peut-être un lien qui va se construire avec l'hôpital et qui va faciliter ces échanges avec l'hôpital. Bon, naturellement, il faut sortir des postures et des représentations. Si on parle que des histoires de chasse, on va pas y arriver. Et on doit se mettre dans une dynamique de co-construction ensemble. Mais en tant que partenaire, enfin, d'égal à égal. Ça ne peut pas être l'hôpital qui impose ses modalités de fonctionnement. Ça ne peut pas être non plus les libéraux qui disent à l'hôpital comment il faut faire. Ça ne va pas le faire, ça, en fait. Et donc, du coup, on est vraiment dans une démarche de co-construction. Naturellement, il faut faire évoluer les financements. On l'a vu hier sur le diabète, par exemple. Il y a un financement pathologie chronique au sein de l'hôpital. Et puis, on va développer un financement aussi diabète au sein des équipes de soins primaires. Et donc, on a déjà 2 logiques. À un moment donné, il va bien falloir qu'on voit quelles sont les missions de chacun, comme je le disais hier, parce qu'on va se monter sur les pieds, quoi, en fait. Et puis, on va se concurrencer. Puis là, il y a des sous en jeu, quoi, en fait. Et il va falloir aussi inventer d'autres outils. Alors, outils juridiques, outils financiers, outils d'accompagnement. Et ça, l'accompagnement, c'est aussi très, très important. Ça veut dire aussi, on a eu la chance, je le dis pas parce qu'elles sont là, mais on a été, je le dirai pas maintenant, mais je le dis, on a été super accompagné par l'ARS dans ces dynamiques-là, parce que c'est dynamiques innovantes. Mais ça, cet accompagnement, il est essentiel, parce que sinon, les professionnels de santé tout seuls, même un peu structurés, c'est compliqué d'aller discuter avec l'hôpital d'égal à égal. C'est compliqué parce qu'on n'a pas tout à fait le même mode de fonctionnement. Et donc, du coup, ça nécessite un accompagnement, ça nécessite des tiers, ça nécessite des médiateurs, ça nécessite à réfléchir sur comment on arrive à ça. Et bien, je crois que j'ai fini.